Parlons Mental, le podcast. Bienvenue dans le 8e épisode déjà de Parlons Mental, le podcast. On explore ici le mindset des sportifs et la puissance du mental dans la performance. Aujourd'hui, on va plonger dans un ultra mythique, c'est la Diagonale des Fous à La Réunion. Et surtout, on va parler de résilience, de croyances limitantes, de discours internes, qui peut tout changer parfois sur une course. La preuve est vivante et parmi nous. On accueille ce soir Siméon, finisher de cette course hors norme. Il va nous partager son expérience et aussi ses doutes qu'il a pu avoir pendant cette course. Le déclic qui a pu faire qu'il a transformé cette course mal engagée en une véritable victoire mentale finalement. Donc c'est parti pour ce 8e épisode. Donc bonjour Siméon, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Régis, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Régis, bonjour Siméon. Ouais, ça fait un petit moment qu'on a eu un petit intermède là de 3 mois, c'était les vacances chacun et puis, on a pris un petit peu de temps avant de lancer la saison 2. Donc on peut dire que c'est notre 8e épisode, mais c'est aussi le premier épisode de la saison 2. Qu'est-ce que tu en penses Régis? Exactement, donc on va démarrer très fort ce soir avec un sujet d'actualité, la Diagonale des Fous avec Siméon. Donc Et on a c'était pas prévu à la base pour la petite histoire, c'est le récit de course de Siméon nous a beaucoup touché, nous a beaucoup parlé en termes de mental, donc c'est pour ça qu'on a invité Siméon aujourd'hui. Et donc, ça colle parfaitement parce que l'actualité de la Diagonale des Fous permet de coller avec notre reprise, du podcast. Et donc c'est avec un plaisir, énorme qu'on reçoit, Siméon, on peut dire un amateur qui s'est lancé dans ce défi de la Diagonale des Fous. Est-ce que Siméon, tu peux te présenter? Peut-être que j'aime bien à la façon dont ton meilleur ami te présenterait. Qu'est-ce qu'il nous dirait de toi? Ah oui, alors c'est peut-être compliqué dans le monde du sport puisque ma meilleure amie elle fait pas du tout de sport et enfin elle a du mal à concevoir même la course à pied, donc elle me présenterait plutôt comme une personne un peu touche à tout et intéressée certes par le sport, mais aussi par les aspects culturels, notamment la littérature. La musique, donc ça serait plutôt cet aspect-là comme description, pour le sujet qui nous intéresse. Donc moi, je fais essentiellement de la course à pied, voire quasiment que de la course à pied, à part pour des entraînements croisés. Heu et je viens de la course sur route, voire même, du demi-fond et du cross et plus ça va, plus je tends vers le trail, voire l'ultra trail, là. Et si tu me permets de te poser cette question-là, qu'est-ce qui t'a poussé à courir? Qu'est-ce qui te motive dans la course à pied? Ce qui m'a poussé à courir, moi ça fait, donc j'ai 26 ans, je cours depuis mes 12-13 ans et en fait, c'était un peu un déclic naturel. En fait, ça me permettait un peu d'être libre, de ressentir, je sais pas, des sensations et des sentiments que j'avais pas ressentis, notamment sur les autres sports. Heu, mais ouais, un réel plaisir, depuis, mes 12-13 ans, et une sensation de facilité, à courir. Du coup, je suis bouguenésien de base, donc en fait, c'était facile d'enfiler les baskets, d'aller dans la Jaguar. Je pense que Régis comprendra la Jaguar et d'aller faire, facilement, 12-13 kilomètres, comme ça. Un petit mot sur ton club aussi, Simon, peut-être l'AS Bougné-Rezé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as toujours été licencié dans ce club-là, finalement? Quasiment tout le temps, en effet. Donc, mon club, c'est l'AS Bougna-Rezé, qui est, du coup basé, sur, Rezé, qui a des liens avec Airbus, l'entreprise Airbus. Du coup, c'est pour ça qu'on s'appelle les Ailes sportives Bougné-Rezé et qu'on a le nom de Bougné, dans le nom du club, puisque, Airbus est sur Bougné.
On est un club, on n'est pas un gros club, on n'est pas un des mastodontes, du 44. En effet, j'ai quasiment tout le temps été à Bougnay, à la SBR, entraîné, par Yannick, par, Jacques à un moment et durant mes études, donc j'ai fait mes études à Lyon et mes 2 années de prépa à Clémenceau, donc au lycée Clémenceau à Nantes et durant ces 2 années de prépa, j'ai rejoint le RCN, où Jacques était entraîneur à un moment et au moment où j'ai rejoint le RCN pour des questions de facilité, c'était, David Ferré qui était l'entraîneur. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à donc à allonger les distances et à venir, courir dans la montagne ou sur ultra? Parce que dans la région, pour la connaître et pour la découvrir de plus en plus, il y a pas trop de montagnes quand même, à part, la ville qui s'appelle la montagne, mais sinon, Ouais, tout à fait. qu'est-ce qui t'a poussé à explorer, ces vastes étendues de montagnes et qu'est-ce qui t'a amené à aller sur l'ultra? Alors du coup, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de qu'est-ce qui a poussé à amener les distances, à aller plutôt vers un terrain, de trail, donc plus nature et puis après il y a, l'ultra et notamment la Diagonale des Fous. Donc si on prend le premier sujet, c'est encore la notion de plaisir. Donc comme je l'expliquais, au tout début, j'ai commencé la course à pied, pour une notion de plaisir et pour une notion de liberté et c'est pas, pour critiquer la course sur route, mais à chercher tout le temps des ambitions de chrono, à abaisser pour des 30 secondes, 1 minute des fois. Peut-être qu'on peut perdre cette notion de plaisir, même si en fait j'aime bien aussi la course sur route et je me dirige, vers une autre saison de course sur route avec plaisir et ça et je n'oublie pas d'où je viens, mais en fait le trail, permet une évasion qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace sur cet aspect. Pour, l'ultra, il y a cette notion de plaisir, il y a cette notion d'aventure en fait qui m'attirait et pour la Diagonale des Fous, c'est une notion, de me rapprocher des proches en fait, je l'ai intégré dans un voyage, de 3 mois puisque, j'ai profité du mariage de mon frère qui habite à La Réunion pour aller à La Réunion et pour faire, la course de mes rêves en fait parce que la Diagonale des Fous, c'est quand même un mythe. Et donc je m'étais dit que si je venais à La Réunion, c'était pour faire la grande course, donc me porter directement sur, le 100 miles et pas être sur un format 70 kilomètres ou 100 kilomètres. Donc j'ai un peu, sauté le pas un peu rapidement, quoi. Et d'ailleurs, on peut voir que tu as le t-shirt de l'ultramarin. Tu as participé à quel format déjà sur cette course finalement? Le format 100 kilomètres, donc pour, en précision, pour faire la Diagonale des Fous, en fait, on doit faire, des courses qualificatives, donc on doit justifier de 2 fois 85 points et un point, c'est soit 1 kilomètre, soit, 100 mètres de dénivelé. Donc moi, j'avais choisi, je suis un peu chauvin, je suis un peu breton chauvin, donc j'avais choisi l'ultramarin et Belle-Île en trail, qui sont 2 courses, vraiment vraiment magnifiques. Heu, donc sur l'ultramarin, j'avais fait le raid, du coup qui fait 110 kilomètres. Et Belle-Île, j'avais fait le tour complet de Belle-Île, donc ça faisait un 80 et là, il y avait un peu plus de dénivelé déjà. Mais c'était pas comparable à la Diagonale des Fous. D'ailleurs, c'est des formats qui sont un peu roulants, finalement plus roulants certes, c'est sûr que la diagonale, hein. Et j'ai regardé un petit peu ta fiche, FFA et j'ai regardé tes chronos sur route et tu as des chronos, pour les amateurs, hein, de course à pied. Vous pourrez vous rendre compte que les chronos Simon sont quand même assez, impressionnants finalement. 2h55 au marathon, 1h16 au semi-marathon, 35, 06 au 10 kilomètres, 17-21 au 5. Donc tu as même des bases, bonnes bases de vitesse, hein, sur la piste, hein, 1 500 mètres en 4,19, 2,45 au 1000. Et en quoi finalement cette base de vitesse que tu as acquis sur la piste et sur la route te permet d'être performant en trail? Sur une course, par exemple, si je prends l'ultramarin, donc l'ultramarin, c'est une course, comme tu dis, qui est très plate et c'est une course de résistance. C'est quasiment même pas une course de trail. Donc en fait, l'avantage de venir de la route, on a une endurance fondamentale et donc du coup une vitesse, de base, à plus rapide que la moyenne. Et du coup, on arrive à performer, plus facilement parce qu'on se fatigue moins dans des efforts, fondamentaux. Donc ça, c'est pour cet aspect et en fait, on retrouve le même aspect, l'aspect aussi, travail de la pose de pied,
qu'on fait dans les écoles, athlétiques, que j'ai fait à la SBR, pas mal avec Jacques. À l'époque, il y avait Paul aussi dans le groupe d'entraînement, que tu connais bien, via le squad et on avait beaucoup de travail de pose de pied et en fait, ça aussi, ça aide mine de rien à passer et à avoir un pied qui est fonctionnel pour le trail. Donc après évidemment, on a tous les entraînements spécifiques au trail, hein, pour, éviter les blessures, mais on a cet aspect de l'école athlétique qu'on peut retranscrire ensuite dans le trail. D'ailleurs, petite parenthèse avant de te laisser la parole, Jean-Baptiste, un petit mot sur Jacques, hein, Jacques Morand. Donc c'est ton entraîneur que tu as connu à la SBR et qui était au RCN, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois, quelques années maintenant. Donc je crois que c'était l'année dernière, il me semble, hein. Donc voilà un petit hommage pour lui, c'est ça. Donc qui a entraîné Paul Brisson, hein, qui est un ami à toi aussi, je crois que tu t'es entraîné souvent avec lui Ouais. aussi? Oui, oui, bah, Paul, je crois que c'est une des premières personnes, que j'ai dû croiser, sur les courses, on en reparlait avec Brice justement là, il y a pas longtemps, avec Brice, ça fait partie des 3-4 personnes que j'ai croisées et Paul, on a on a on a vraiment grandi ensemble. C'est une personne, que j'affectionne beaucoup et voilà. Merci pour le petit clin d'œil, en tout cas. Revenir au sujet de la course à pied et du trail, j'aimerais savoir comment se fait la conversion de la route au trail quand on habite, à Nantes, quoi? Comment Bah, là aussi en fait, je suis en train de penser aux séances qu'on doit faire pour réussir, la conversion et hem et en fait, je me dis que finalement, l'expérience de la route et du demi-fond, est pas mal utile parce que c'est des séances qui sont pas forcément intéressantes, hem, pour une personne qui n'aime pas l'effort, enfin qui n'aime pas, on va dire, souffrir, comme ça. Puisque, du coup, comme tu le sous-entends, sur une ville comme Nantes, en fait, on a très peu de dénivelé. Pour la petite anecdote, le département qui a le point culminant le plus bas de France, donc c'est compliqué de s'entraîner. Hem et du coup, on doit simuler ce dénivelé positif et ce dénivelé négatif. Et donc il y a des séances qui s'appellent, le myo-cross, et le jerk qui permettent du coup de travailler les fibres musculaires sans, aller faire tout le temps du week-end shock, et sans aller, manger tout le temps de la montagne. Donc ça, il y a cet aspect et le 2e aspect, c'est qu'on est obligé de passer par du renforcement musculaire, peut-être encore plus que, sur la route. On est obligé de passer, si on veut être compétitif, sûrement par des charges et notamment des charges lourdes, pour avoir une force, qui permette du coup d'avoir, des muscles qui répondent en montagne, sur des montées longues et sur des descentes surtout longues aussi. C'est cet aspect qui permet de faire la transition entre route et trail. Et puis après sur les sorties longues, en fait, on va chercher des terrains un peu plus joueurs, mais on en a pas mal, que ça soit en Sud-Loire ou en Nord-Loire. En Nord-Loire, on a par exemple Orvaux avec le sens, où on a le dernier homme debout, jusqu'à 2023 je crois. Maintenant, ils l'organisent plus. Et puis après on a, tous les chemins qui sont empruntés notamment par le trail du vignoble nantais, au sud et qui sont bien joueurs et qui permettent, déjà d'aller chercher un parcours typé trail. Donc là, Siméon, on a parlé un petit peu de comment on se prépare pour un trail, hein, et comment on fait la transition entre la route et le trail. On va parler maintenant de la diagonale que tu as courue récemment. Et surtout, on va parler de plusieurs concepts. Notamment, on va parler de la résilience, qui est cette capacité finalement à rebondir face à l'adversité. Donc c'est ce qui s'est passé pour toi, je crois, lors de cette diagonale. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au moment, du départ, par exemple, comment tu t'es senti, juste avant le départ, au moment du départ, les quelques heures de début de course, par exemple, hein? Ouais, tout à fait. Hem, pour revenir du coup la diagonale des fous, je pense que pour, beaucoup c'est un mythe, c'est presque un enfin je pense que c'est, comme moi, je pense que c'est un rêve, que beaucoup ont envie de faire au moins une fois dans leur vie. Moi, c'est une course qui m'animait et qui me faisait envie et c'est peut-être une des choses pour lesquelles que je courais. Et étonnamment, je sais pas si j'arrive pas forcément à mettre de mots dessus. Je sais pas si c'est un coup du stress ou un mauvais coup du stress en tout cas, mais sur les lignes de départ, en tout cas 1 heure avant la ligne de départ, j'avais l'impression de pas forcément envie d'être là.
Donc sur la ligne de départ, en fait, il faut se rendre compte que c'est une ambiance, type, marathon de Paris quand même, sur la ligne de départ. Il y a énormément de monde, donc on se laisse prendre dans le jeu quand même, sur les 4 kilomètres de brouhaha, on va dire. Et donc évidemment, on comprend qu'on fait partie d'un événement, qui nous dépasse déjà. Donc ça, j'ai retrouvé l'envie, déjà au moins sur ces 4 kilomètres, de départ. Mais en effet, au début, j'avais l'impression de pas forcément avoir, envie d'être là. Et du coup, ça faisait une sensation un peu, mitigée, contrastée puisque, hem, comme on a, comme on a attendu ce moment depuis longtemps, on a l'impression qu'en fait, presque d'être un imposteur puisqu'on ressent pas, les émotions peut-être qu'on pensait vivre, je sais pas, mais surtout qu'on a l'impression de pas ressentir à 100 le moment. Hem et donc du coup, c'est une sensation un peu désagréable, un peu mitigée sur ce départ. Même si, après du coup, on se prend au jeu, et arrivé le premier ravito là, pour le coup, j'ai les lumières se sont, ouais, vraiment éteintes en fait, si j'avance dans la course, hem, où j'avais envie de dormir et donc du coup, j'avais plus envie d'être dans la course, j'avais surtout envie de retrouver un lit et un endroit, pour dormir. Alors, on est à quel kilométrage, Heu, rappelle-nous, à ce moment-là, au premier ravitaillement? à partir de ce moment-là, on est au kilomètre, 14. On est Au très kilomètre tôt dans la 14, course, ouais. j'avais déjà très tôt, ouais, 14 sur 100 à la montre, moi j'ai eu 190 et le kilométrage estimé, il était à 180 déjà et en moyenne, ils sont tous à 185-190. Donc on est assez tôt dans la course, surtout qu'on est sur une physionomie de course qui est très roulante. Les 40 premiers kilomètres de la Diagonale des Fous, c'est presque un marathon sur route, en fait, en côte. Donc on a quasiment aucun terrain technique et donc on a que du chemin 4x4, donc du chemin de canne ou ou de la route. Donc c'est c'est vraiment comparable à un effort où normalement on s'endort pas et on s'ennuie pas, sauf que le départ, il est à 22 heures. Et donc je suis, c'est un peu ma première analyse, c'est que du coup, c'est mal tombé pour mon rythme circadien et que du coup, c'était un départ qui n'allait pas avec moi, Il y a quoi. un décalage horaire aussi, hein, bien Heu, sûr. il y a un décalage horaire. Après, du coup, comme je le précisais, j'étais venu, pour le mariage de mon frère, donc qui s'était passé en juillet, donc ça Oui, faisait 3 mois mmh, que j'étais là. d'accord. Mmh. Donc si en 3 mois, je Oui, m'étais ça pas va. adapté au décalage horaire, Donc ça va. ça aurait été bizarre. Mais oui, du coup, à partir du premier ravito, j'ai eu l'impression, enfin les feux se sont éteints. Un peu après le premier ravito, puisque j'avais reconnu le départ et je savais qu'après le premier ravito, il y avait 2 kilomètres techniques pour le coup. Dans les 40 kilomètres, il y en avait que 2 qui étaient techniques et ceux-là, fallait les passer en tête ou en tout cas dans le groupe de tête, dans les 200 premiers, sinon on risquait de bouchonner et de perdre beaucoup de place, sur cet aspect-là. Donc en fait, j'ai passé, du coup le 16e kilomètre à peu près et à partir de ce moment-là, j'avais tellement envie de dormir que j'ai commencé à m'arrêter du coup une première fois, par terre, une autre fois, dans une camionnette, d'un inconnu et j'ai réussi à rallier le deuxième ravito qui est au 30e kilomètre, tant bien que mal. J'avais déjà pas perdu beaucoup de place, où là du coup j'avais, ma fiancée qui m'attendait et du coup normalement pour faire un ravito, express parce qu'on est au 30e donc on est encore très tôt dans la course. Mais le ravito express s'est transformé en une sieste, voire une nuit Ah oui. entière. Parce que du coup, l'envie de dormir n'était pas passée et la sensation d'être un imposteur, n'avait fait qu'amplifier puisque je prenais pas du tout envie sur cette course et je me disais que finalement j'étais peut-être pas fait pour l'ultra, et encore plus pour, cette course du coup qui me faisait rêver depuis tout petit. Mais Siméon, si je peux me permettre, qu'est-ce qui te faisait penser que tu étais un imposteur sur cette course-là? En fait, c'est vraiment le fait de s'être entraîné durant des mois, avoir rêvé, de faire partie de cette course et de pas profiter de la course. En fait, de prendre aucun plaisir de la course. La sensation d'être un imposteur réside pas sur le fait de, ne pas être à la place où tu voulais être, parce que je pense que
Bah, déjà, on n'a aucune idée, quand on prend le départ d'un ultra trail de quelle, place déjà on va être exactement, sauf si on est élite. Mais en plus, c'était vraiment je prenais aucun plaisir. Du coup, en fait, j'avais l'impression de voler la place de quelqu'un qui lui aurait pris plaisir, tu vois? Dans la course, qui aurait vécu pleinement le moment. Alors que moi, je courais, mais un peu par automatisme pour attendre, des jours meilleurs et pour attendre, le ravito suivant. D'accord. Qu'il y avait une forme de culpabilité finalement de d'être là à la place C'est de ça, oui. quelqu'un qui, entre guillemets, «l'aurait plus mérité» s'il aurait pris du plaisir, alors que toi c'était pas le cas. C'est ça qui s'est passé dans ton esprit à ce moment-là? C'était une forme de discours interne négatif qui s'est mis en place, hein? Parce que Tout tu à prenais fait. pas du plaisir, C'est en fait? Ouais, tout à fait, c'est le discours interne négatif de dire, bah, je prends pas de plaisir et en plus, je sais que c'est la première nuit, qu'une diagonale des fous, moi j'étais préparé sur du entre 32 et 35 heures, donc ça commence à 22 heures, donc il y a forcément une deuxième nuit. Donc je sais que si je prends pas du plaisir maintenant, j'avais mis le doigt assez rapidement sur le fait que c'était, lié à la nuit et donc du coup, à partir du moment où le soleil se lèverait, je savais que j'avais passé une belle journée. Mais je me disais que dans la deuxième nuit, j'allais forcément, revivre la même chose avec un plaisir qui est quasi nul. OK. Donc Il y avait une forme de croyance limitante qui s'est mise en place finalement qu'en fait, tu aurais pas de plaisir, quoi qu'il arrive dans cette course et que tu étais peut-être pas à ta place à ce moment-là et que c'était peut-être pas, pour toi finalement les distances, et ce format-là en fait? tout à fait. C'était, pleinement une croyance limitante que je me suis peut-être laissé emporter assez rapidement sur cette croyance limitante, et heureusement du coup que mes proches étaient là, puisque sans eux, je pense que j'aurais été, un peu vaincu par cette croyance limitante j'étais dans un cercle négatif et vicieux un peu de cette croyance limitante qui te dit que, finalement peut-être que tu es pas fait pour être là, peut-être que de toute façon tu auras une deuxième nuit, voir si la deuxième nuit se passe mal, une troisième nuit, donc là la troisième nuit va encore moins bien se passer, donc tu vas prendre, pas de plaisir et peut-être qu'en fait, tu n'es pas fait pour ce genre d'effort et voilà. Donc OK, tu rentres dans cette boucle-là négative où tu te dis que c'est pas fait pour toi, tu prends pas de plaisir et et qu'est-ce qui a fait que tu as plus ou moins réussi à t'en sortir, finalement? Ouais, et très bonne question, merci. En fait, on j'ai retrouvé déjà un ami avec qui j'avais pris le départ et on s'était un peu perdu de vue, sur les 20-25 premiers kilomètres. Là, à ce moment-là, je lui explique, on était à peu près au 25e kilomètre pour arriver au ravito. Je lui explique que moi, ça va pas trop. Et il me dit, de m'accrocher et que, le jour va se lever et que ça ira mieux sur le jour et de me laisser une chance. Hem, sur les routes aussi, j'ai un autre ami qui me dit la même chose, qui m'encourage à au moins aller au ravito et je savais qu'à ce ravitaillement, il y avait ma copine du coup qui m'attendait donc, pour ce ravitaillement, normalement express et je savais qu'avec elle, je pouvais partager mes doutes, sans sans me cacher, on va dire et qu'elle saurait trouver des réponses. Donc c'est ce dialogue interne, enfin, du coup, pas seulement interne, mais aussi avec elle, qui m'a permis, du coup, d'aller de l'avant. Déjà de me dire que donc là, peut-être que je prenais plus aucun plaisir, mais de relativiser la course, que la course, c'était pas un résultat, c'était pas forcément en effet, un résultat, de chrono, mais c'était surtout un résultat de sensation. Quand on s'entraîne depuis, des années pour une course comme la Diagonale des Fous, faut surtout, aller chercher, bah, la fierté personnelle et aussi l'accomplissement personnel et moins aller chercher un résultat numérique de, j'ai fait X heures, heu et c'est peut-être aussi cette croyance limitante de voir, le résultat. Ça, c'est peut-être le défaut de la route, de voir le résultat à chaque fois dans un chrono ou dans une place et moins dans un plaisir et la route, peut-être nous enferme des fois dans ça, dans ce côté-là, puisque, vas-y. Ce que tu me fais penser, ça me rappelle, au témoignage que j'avais entendu de Mathieu Blanchard sur, la diagonale de l'an dernier.
qui avait eu une préparation tronquée, je sais pas, suite à une blessure après l'UTMB. Il se prépare, un peu à l'arrache pendant 2 mois et il se dit que finalement cette course-là, la diagonale de 2024, il va la faire justement, à ce qu'il a pouss à ce qu'il, au sens premier, il revient au sens fondamental de ce pourquoi il court, le côté de l'aventure, le côté aventurier, le côté de, ouais, c'est ça qu'il aimait et donc il est revenu au sens fondamental et je pense que c'est un petit peu ce que tu nous racontes là, Siméon. Oui, c'est un peu ça du coup. Donc en fait, là, c'est plutôt une fois que je suis reparti que ça m'a permis de relativiser encore plus, cet aspect-là. Puisque en fait, je suis reparti, j'ai dormi, jusqu'au lever du jour et le temps de se remettre en selle, je suis reparti quasiment avec les serre-files, donc quasiment dans les dernières places. Donc c'est, un positionnement qui est assez inhabituel, pour une prépa, qui préparait sur du 35 heures. Du coup, on remet ça abat tout le château de cartes qu'on avait créé sur le fait que en fait la course résidait ouais, le succès de la course résidait dans ta place ou dans ton chrono. Et en fait, tu es obligé de le voir d'une autre manière. Si tu veux prendre plaisir, tu es obligé de vivre la course. Et c'est super intéressant puisqu'en fait, finalement, et là, tu cours plus que pour toi. Tu cours pas pour quelque chose. Tu cours pour prendre plaisir. Et Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. et est-ce que le fait de t'être retrouvé à cette 2740e place, je crois, avant de repartir quasiment dans les derniers, est-ce que ça a pas été une opportunité finalement pour toi, de retrouver le plaisir et de vivre la course différemment? Puisqu'on sait tous que quand on remonte des concurrents au fil de la course, hein, c'est assez galvanisant et puis on va retrouver le plaisir, on va être, en «position de force» entre guillemets mentalement à ce moment-là. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à un moment donné? Peut-être sur un aspect, ce qui est galvanisant, en fait, c'est de se dire que tu peux gérer ton effort comme tu le souhaites, quand c'est possible, puisque donc du coup le trail fait que à partir d'un moment on attaque quand même les parties qui sont techniques, hein, la diagonale des fous. Donc à partir de ce moment-là, c'est des singles et donc on peut pas doubler. Donc quand on est à 2700e et qu'on peut pas doubler, des fois on est pas à l'arrêt, mais on est ralenti par rapport au rythme qu'on pourrait donner. Et donc après, l'avantage de la diagonale des fous, c'est que c'est une aventure qui est tellement longue que les écarts se font assez rapidement et qu'au bout de la 10e heure, c'est assez fou de parler de la 10e heure, mais au bout de la 10e heure, les écarts sont assez grands et on peut aller au rythme qu'on souhaite, même si on a été enfermé sur les quelques premières heures. Donc en effet, il y a ce côté qui est galvanisant, il y a l'aspect limitant du coup que j'ai parlé sur le fait qu'on des fois on est freiné. Bah, en fait, ce qui est vraiment galvanisant, c'est de se dire: «Bah, maintenant tu cours pour toi, tu cours pour te retrouver, sur les sentiers que tu as aimés, que tu as fait en randonnée, que tu as fait en sortie longue, que tu as fait durant ta préparation et que tu as que des bons souvenirs sur ces sentiers». Tu les as parcourus avec tes proches et tu sais que ce sentier-là, tu l'aimes bien. Tu sais que ce sentier-là, tu l'aimes bien. Tu sais que ça, ça tu vas rentrer dans Mafate après et dans Mafate, c'est un endroit qui est unique au monde et profite, parce que là, tu vas te retrouver, dans un des endroits les plus beaux du monde, quoi. Et du coup là, tu switches en fait d'un état plutôt, on va dire, pessimiste, négatif, même si j'aime pas trop ces mots-là, en tu arrives dans quel état d'esprit à ce moment-là? Quelles sont tes émotions à ce moment-là? Quel est ton mindset à nouveau? Ouais, du coup, il y a je me permets un aparté avant de répondre à ta question, mais qui est intéressant, il va alimenter ma réponse. Je me suis, entraîné, à La Réunion. Je suis arrivé mi-juin à La Réunion et je me suis entraîné dans un club, qui s'appelle le club des Nives. Qui est à Saint-Denis, qui est un très bon club. Si jamais il y en a qui nous écoutent de Saint-Denis, n'hésitez pas à aller voir ce club. Et du coup, ils avaient préparé des ravitaux, des assistances personnelles, des ravitaillements, personnels à plusieurs points du parcours, donc au kilomètre 50, 80, et ensuite 120 et on était une vingtaine du club à faire la course. Petit à petit, en fait, je courais avec des personnes que je connaissais, parce que je rattrapais les personnes que je connaissais et en plus je retrouvais aussi à des points, particuliers, donc non seulement,
ma copine qui était là, mais aussi, le club, des personnes que j'appréciais et en fait, il y a cet aspect aussi qui permet de changer de mindset. Du coup, c'est pour ça que ça m'aide pour te répondre, puisqu'en fait, j'étais heureux de les retrouver. J'étais heureux de me dire: «Bon, bah, là, tu sais que tu vas peut-être subir la nuit d'après, mais tu sais aussi que là, dans 20 kilomètres, tu vas retrouver, des Nives à Marabout. Tu vas les retrouver aussi à Cilaos et en fait, ça va être un plaisir de les voir. Ça va être un plaisir de, passer du temps avec eux, même si en fait le temps, quand tu es bien, il est très restreint en ravito, mais ça va être un plaisir de leur parler, de prendre des nouvelles des autres, qui sont devant toi du coup parce que, ils font une course et voir comment ça se passe. Donc ça, il y a ce mindset-là et du coup pour revenir sur, tu sais que la nuit d'après va peut-être être mauvaise. J'étais aussi dans un mindset de: «Il faut que je capitalise, il faut que je prenne du plaisir», heu, à une allure qui est quand même conservatrice parce que je savais qu'on était, à ce moment-là au kilomètre 70. Une fois que c'était bien reparti, et 70 sur 190, il en restait quand même pas mal, des kilomètres. Mais il faut que je capitalise parce qu'après il y a la nuit d'après et et il faut que je prenne du temps. À ce moment-là, j'étais encore sur une croyance limitante de me dire que, le sommeil allait pas bien se passer la deuxième nuit et du coup, qu'il fallait que je prenne du temps sur les barrières horaires. Donc plus ça allait, plus j'étais large, hein, parce que je regagnais des places, mais mais j'essayais de capitaliser en me disant: «Tu prends du plaisir et plus tu prends du plaisir, plus tu gagneras du temps sur les barrières horaires et plus du coup tu pourras te faire une nuit, complète la nuit d'après». Et finalement, c'est important, de prendre du plaisir, c'est sûr, sur une épreuve comme celle-ci. Et est-ce que d'après toi, Siméon, c'est important aussi d'être au maximum dans l'instant présent et de profiter de l'instant et d'aussi de ce qu'on peut découvrir au fil du parcours et de pas se projeter tout de suite sur la suite finalement, d'après toi? Oui, enfin c'est important de se projeter, ouais, il y a plein de réponses à apporter ici. Heu, alors la 1re réponse c'est non, il faut pas se projeter à l'arrivée puisque si on est à Saint-Pierre et qu'on pense à Saint-Denis, évidemment que, je pense pas que, j'aurais regardé mon voisin de droite et mon voisin de gauche sur la ligne de départ. Si je lui avais dit: «Est-ce que tu penses à Saint-Denis? Tu penses pouvoir arriver à Saint-Denis?» Je pense que personne, n'est en capacité de te dire, «Je suis en capacité, je vais arriver à Saint-Denis, demain, en X heures». Donc ça, c'est le premier aspect et en plus, ça permet de découper la course assez efficacement, de la découper tous les 10 kilomètres, donc de se projeter, et de vivre le moment présent. Mmh. Quand on habite et quand on est réunionnais ou alors quand on est, je sais pas, quand on fait une course en Loire-Atlantique et qu'on sait que sur le moment présent, en fait, sur les 10 prochains kilomètres, les 10 prochains kilomètres vont être horribles. À trop se projeter sur le moment présent, c'est peut-être une mauvaise nouvelle puisqu'on connaît le terrain et que et qu'on sait, dans à quelle sauce on va être mangé. Donc ça, il y a cet aspect un peu, limitant. Mais par contre, pour, vivre la course, ça te permet de rester éveillé, ça te permet de profiter à fond et en profitant à fond, tu oublies les kilomètres qui passent, en fait et tu vis, l'aventure que tu es en train de vivre qui est exceptionnelle, en fait. Et est-ce que d'après toi, on peut aussi se projeter sur quelque chose de positif peut-être? Ne plus être dans l'instant présent finalement et se projeter sur quelque chose de positif, peut-être de retrouver nos proches au prochain ravitaillement? Est-ce que ça peut être utile aussi, dans la performance? Ouais, tout à fait. Donc avant de parler des proches mais en fait, c'est lié à ça. Par exemple, hein. Mmh. Hem, En fait, la physionomie de la course, enfin plutôt pas la physionomie, mais le profil de la Diagonale des Fous, il est intrinsèquement lié du coup, à La Réunion et à la typologie de cette île qui est fait de cirques, qui est lié à l'érosion d'un volcan qui était le Piton des Neiges à l'époque, maintenant c'est le Piton de la Fournaise et donc le cirque le plus connu, c'est le cirque de Mafate, où on n'a pas de route dedans et en fait, si on rentre dans le cirque de Mafate, on doit sortir du cirque de Mafate à la Diagonale des Fous et on n'a pas le droit d'abandonner dans le cirque de Mafate sauf, heu, abandon, pour force majeure, type, on s'est fait une cheville mais à un grade un peu élevé, comme Jean-Baptiste est kiné, il sait qu'un grade 1 ça suffira pas pour, justifier un hélitreuillage, Tant hem, tant que tu peux donc marcher. ouais, tant que tu peux marcher, tu le rejoins par tes propres moyens. Donc en fait, ça permet de projeter, quand on est à Cilaos, qui est presque l'entrée du cirque de Mafate, on sait que là, on en a pour
au moins 40 kilomètres, je crois que c'était entre 40 et 45, où en fait, on est dans ma fat et on est obligé d'en sortir. Donc ça, on sait qu'on va être obligé d'en sortir, mais surtout on est dans Mafate qui est l'endroit, le cœur de la Diagonale des Fous, qui est le plus bel endroit de la Diagonale des Fous. Moi, à la sortie de Mafate, j'avais la chance d'avoir, du coup Deniv, l'assistance de Deniv, qui me permettait du coup de me projeter vers un aspect positif de la course puisque j'arrivais à aller à me projeter, vers le fait de les revoir à ce moment-là. Donc c'était cet aspect positif aussi qui me faisait avancer parce que je savais, notamment la sortie de ma fat, je savais qu'en haut, j'allais la retrouver et puis parce que la sortie de ma fat, c'est un mur de 2000 mètres de dénivelé, donc il faut qu'on passe quand même un petit bout de temps sur ce mur, même si on est élite, on va passer un petit bout de temps sur ce mur et ensuite on a une grosse descente où, en haut du Maïdo, du coup, on avait, le club des Nifs qui m'attendait et en bas, j'avais ma copine qui m'attendait. Donc en fait, je me projetais sur 2 endroits qui me permettaient du coup bah, de me projeter vers la suite de la course avec joie et avec chance. Sachant qu'en plus, une fois qu'on est sorti de Mafat, on est à plus de 8000 mètres de dénivelé sur les Ah 10 oui. 000, donc on est à plus de 80 de la course en termes de dénivelé positif. Donc en fait, en soi, on n'a pas gagné, mais on a on a de grandes chances d'arriver quand même, une fois qu'on est sorti de Mafat. Et est-ce que toi, tu as des outils d'ailleurs, Siméon, qui te permettent de revenir dans l'instant présent, de te reconcentrer, de calmer le discours interne négatif? Qu'est-ce que tu as comme outil que tu pourrais conseiller justement aux personnes qui nous écoutent? Alors, du coup, c'est pas forcément pour, calmer le discours interne négatif, mais je voulais en parler notamment sur les routines de performance, puisque pour moi, c'est vraiment, associé à la performance, et c'est lié à la fatigue quand même. Donc le trail, il faut quand même rester assez tout le temps alerte, notamment la nuit et notamment en descente puisque, une erreur technique et ça peut signer la fin de la course, en descente et donc en fait, quand je faisais des petites erreurs techniques, mineures et que je me rendais compte, j'avais une routine de performance du coup qui me permettait de me recentrer sur moi-même, de me reconcentrer, de calmer du coup, cet emballement que j'avais en descente pour pouvoir ensuite relancer la machine, et repartir. La routine de performance, pour l'expliquer, je me rendais compte que j'avais fait deux 3 erreurs techniques. Donc, je me posais, je prenais le temps en fait, en trail, contrairement à la course sur route ou en ultra surtout, en trail c'est différent, mais en ultra, on peut prendre 10 secondes, 20 secondes. Donc je prenais 10-20 secondes pour me dire, pour souffler et pour reprendre un rythme, qui était bon, qui était pas en surfréquence et repartir sur la descente. Donc ça, c'est une, routine de performance en disant: «Bah, tu connais la pose de pied, tu sais que tu peux poser les pieds ici et tu peux avancer». Donc ça, c'est sur la routine de performance pour combattre, du coup cette, ces erreurs techniques en descente. Hem, sur les routines, combattre les croyances limitantes du coup notamment au niveau du sommeil, sur le fait que j'étais pas fait pour cet effort. Bah, c'est vraiment le fait c'était un peu une dissociation de me regarder moi, de me projeter en tant que en ayant abandonné au 30e kilomètre, sachant que c'était pas un souci physique, c'était pas un souci mental non plus, parce que c'était lié au sommeil. Et donc là, c'était plutôt, lié à une dissociation, à de me dire: «En fait, est-ce que je serais fier de moi? Est-ce que je serais fier de l'image que j'ai donnée à mes proches?» Sachant que j'ai fait subir quand même une prépa pour un ultra trail, c'est quand même des dizaines d'heures par semaine, hein, d'entraînement. Donc j'ai fait subir quand même pas mal de sacrifices à mes proches pour un résultat qui n'est pas celui qui était attendu. Donc est-ce que je pourrais pas essayer de me laisser une chance justement, comme mes proches m'ont dit: «Laisse-toi une chance». Est-ce que je pourrais pas essayer de les écouter et leur faire confiance? Donc c'était un peu via la dissociation de me dire: «Laisse-toi une chance, écoute-les et vas-y». Donc ça, c'est aussi un autre outil qui m'a été utile. La dissociation, c'est une technique en fait, qui qui, hem, qui nous permet de nous voir en train de faire une action.
hein, c'est comme si on sortait de son corps et on se voyait, en train, je sais pas, de courir, en train peut-être de dormir, en train de marcher, enfin peu importe mais voilà, on sort un petit peu de son corps et on se voit réaliser une action. Et comment tu l'as mis en place, en fait, cette dissociation, toi, Siméon? Comment je l'ai mis en place? Bah, c'était dans le discours, dans le dialogue que j'ai eu avec ma copine, à ce moment où moi je pensais abandonner à ce moment-là, où en fait je me suis regardé du coup, donc non pas réussir pour le coup, mais je me suis regardé, échouer et me dire: «Est-ce que c'est cet aspect que je veux ça?» ou est-ce que je me suis projeté sur moi du coup et pas à l'arrivée parce que je pensais pas à l'arrivée, mais je pensais plutôt déjà à Syllaos, donc qui est au kilomètre 70, on était au kilomètre 30. Est-ce que je me vois mieux au kilomètre 30, au kilomètre 70 et comment je me vois? Et à ce moment-là, est-ce que je me vois repartir, pour rentrer dans ma fat et cetera? Et d'ailleurs, une fois que tu es sorti de Mafat, donc là, tu avais effectué 8 000 mètres de dénivelé positif, hein, sur les 10 000. Tu étais à quel kilométrage à ce moment-là précisément? Il te restait Ah, combien? je saurais pas te dire exactement, mais entre 120 et 130 je crois, donc il en 60 reste quoi. une grosse soixantaine. Aux 2 tiers, quoi, Tu es aux grosso 2 modo. tiers, ouais. Aux 2 tiers de la distance, à 8 000 du dénivelé positif et il y a quand même, tu quand même à 6 000 du dénivelé négatif. En fait, le Maïdo, il est à 2 000 mètres d'altitude, donc une fois que tu es au Maïdo, tu redescends quasiment, au niveau de la mer. Et là, ensuite, tu as une succession de petites, ça reste quand même assez conséquent, hein, mais des plus petites montées-descentes, depuis le niveau de la mer. En gros, tu remontes, tu redescends, tu vas rechercher le niveau de la mer. Et à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit quand tu es à la sortie de Mafat à ce moment-là? Une fois que je suis en haut, du coup, pour moi, donc je connais cette descente et je connais tout le reste du parcours. Je le connais quasiment par cœur, donc je sais que, heu, alors je sais que c'est les chemins les plus techniques de la Diagonale des Fous. Ils sont un peu fourbes au niveau du parcours, ils ont mis, le plus technique à la fin. Mais je sais que, je les connais, je sais que plus ça va aller, plus c'est accessible au niveau de la route, donc plus je vais voir mes proches et plus j'ai travaillé ces chemins, donc plus je sais que en fait, je suis capable de le faire. Donc là, maintenant, je sais que c'est plus qu'un enchaînement de, 10 kilomètres plus 10 kilomètres plus 10 kilomètres qui fait que je vais aller chercher, la Redoute, du coup, le stade de l'arrivée. Et ça, du coup, je suis dans un esprit, positif au Maïdo. Froid, parce qu'au Maïdo, on est à 2 000 mètres d'altitude. J'y suis arrivé à 2 heures du matin, il faisait très froid, mais mais positif. Donc à ce moment-là, tu es sorti du syndrome de l'imposteur en fait, que tu avais au début finalement. Tu es plus dans un état d'esprit positif et conquérant finalement, là à ce moment-là, tu sais que tu vas aller au bout. En fait, ça s'est joué en des fois. Si on veut revenir sur ce discours, sur ce syndrome de l'imposteur, donc je l'ai eu, jusqu'au kilomètre, 30. À partir du kilomètre 30, c'était un peu compliqué de repartir, mais au kilomètre 30, on est reparti. Donc là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc en prenant du plaisir, du coup, ça a dissocié la performance de l'aventure, plus sur ce syndrome de l'imposteur puisque je prenais un plaisir vraiment très conséquent à courir et à être, présent. En plus, on a des parties, pas techniques sur route, quelques petites parties comme ça qui me correspondent beaucoup puisque, ça correspond au profil un peu nantais, qui permet de courir. Donc on prenait beaucoup de plaisir et ensuite le syndrome de l'imposteur, il est revenu puisqu'on était sur après du coup l'endroit qui s'appelle Marabout, on est sur une partie de nouveau très technique où, on est obligé d'être, donc à la queue leu leu en file indienne. Heu, En plus, je me suis mal alimenté sur cet aspect-là, donc j'ai enchaîné un aspect où je courais, enfin, je marchais plutôt d'ailleurs et du coup, j'avais l'impression de pas me donner à fond et de l'autre côté, j'avais mal géré mon effort aussi, et surtout mon alimentation à cet endroit-là, puisque j'ai fait une petite hypoglycémie. Donc le syndrome de l'imposteur, il est revenu pour me dire plutôt: «Peut-être que en fait, ce que tu aimes, c'est les formats courts». Enfin courts, entendons-nous, hein, courts, pour le trail, donc c'est des formats 30-40 kilomètres et peut-être que l'aventure que tu aussi recherches aussi en trail, hein, mais en fait, peut-être que tu veux le vivre dans des aventures, dans des off et peut-être que tu es pas fait pour la compétition en ultra trail. Ce syndrome de l'imposteur par rapport à la compétition en ultra trail, il est revenu à ce C'est ça. moment-là
puisque, j'avais l'impression d'être limité et ensuite, il a disparu quand avec le plaisir, en fait. C'est le plaisir qui a fait disparaître le syndrome de l'imposteur, plus ça allait, plus on était dans des sentiers, magnifiques et et où je pouvais imposer un rythme, que je le souhaitais. Du coup, je prenais beaucoup de plaisir à parcourir et à vivre pleinement à 100 l'événement auquel je prenais part. J'avais l'impression de prendre part à la Diagonale des Fous. Juste pour en revenir et après peut-être qu'on va clôturer le chapitre du syndrome de l'imposteur, mais si je comprends bien, c'est que ton syndrome de l'imposteur, il venait parce que tu avais l'impression de ne pas prendre de plaisir, c'est ça, si je comprends bien? Et j'ai juste une question à te j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu penses que tous les gens qui font la diagonale des fous prennent du plaisir? Tout le temps? Je sais pas, je pense qu'il faut, partir sur la Diagonale des Fous en ayant conscience de pourquoi on fait la Diagonale des Fous, puisque ça reste quand même, une des épreuves, les plus dures sur le format 100 miles, heu et une des épreuves quand même assez techniques. Donc on a forcément des moments où on est limité par l'aspect, physique et ou psychologique et donc si on n'a pas, d'outils et de ressources mentales pour passer, les difficultés, je suis pas sûr qu'on arrive à avoir la redoute, Et est-ce que c'est di qui est le stade de la est-ce que c'est difficile parfois de garder à l'esprit son pourquoi? De le garder, consciemment toute la course? Et si, enfin, si c'est difficile, comment tu fais pour le garder au maximum, ce pourquoi dans ton esprit? Bah, oui, c'est forcément difficile dans le sens où, enfin je sais pas si c'est difficile, mais dans le sens où moi j'ai l'impression de l'avoir perdu sur le début de la course ou de je sais pas si je l'ai perdu ou si je l'ai pas trouvé. Ou si je pensais l'avoir trouvé et que je l'avais pas trouvé. Mais en tout cas, sur cet aspect, oui, oui, du coup, c'est difficile. Je pense aussi, la difficulté peut troubler la vision, dans le sens où ça peut troubler le pourquoi et en fait te dire que finalement la difficulté est plus forte que pourquoi, tu t'es engagé sur cette aventure. Et comment on fait finalement pour, faire en sorte de retrouver ce pourquoi quand il disparaît? Je crois qu'on avait la même question, Jean-Baptiste. Donc je pense aussi. En fait, c'est une réponse, pour être très franc, je m'étais projeté sur la Diagonale des Fous en m'attendant je crois d'ailleurs on en avait parlé tous les 2 Régis et je m'attendais à avoir ce dialogue interne, au 100e, 120e à me dire: «Mais pourquoi je le fais? Parce que là physiquement je suis impacté et j'y arrive pas». Hem, Peut-être que la nuit a porté conseil et m'a fait du bien physiquement, mais j'ai pas eu à combattre le pourquoi, à part au début. Donc j'arriverai pas à apporter la réponse que je voulais apporter en fait, dans le sens où je pensais apporter une réponse, vraiment beaucoup plus concrète sur cet aspect-là, sur comment on fait pour retrouver le pourquoi. Moi, je sais que à partir du moment où j'ai compris que sans mes proches, j'allais pas finir, j'allais pas trouver la ligne d'arrivée, j'ai trouvé mon pourquoi. J'ai compris qu'en fait, c'était une aventure collective et c'était une aventure que je voulais partager en fait. Je voulais ressentir des émotions, et faire ressentir des émotions à mes proches. Donc c'était aussi mon pourquoi et c'est pourquoi j'avançais et pourquoi j'allais de point en point, quoi. Moi, ce que j'aime dans ton témoignage, depuis le début, tu nous parles de tes proches, tu nous parles de ce lien que tu avais avec, à tes proches, avec les personnes du club de la Réunion là qui t'ont aidé. Avant tout, nous, êtres humains, on est des êtres sociaux et ce que j'aime dans ton témoignage, c'est vraiment ça, c'est que tu mets vraiment en lumière ce lien qu'on a entre nous, on est tous interconnectés et tu es allé chercher du réconfort, tu es allé chercher de la sécurité auprès des tiens, auprès des gens qui te sont chers ou qui sont importants pour toi et ça, je tenais à le souligner parce que je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, ce lien qui nous unit tous les uns aux autres et hem et voilà et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce lien de ce lien que tu as, qui t'a uni, au tien pendant cette course-là? Oui, du coup, pour reprendre même à la phase de la préparation, c'est une aventure qui est assez spécifique puisque,
on s'est entendu assez rapidement avec Yannick, du coup mon entraîneur de la SBR sur le fait que, lui, il considère ne pas avoir assez d'expérience en trail pour proposer des plans d'entraînement en trail, adéquats. Donc il m'a proposé de pas m'accompagner et sachant qu'en fait, il savait que j'avais une solution, autre qui est que mon frère a passé ses diplômes d'entraîneur, de FFA et entraîneur de trail du coup et c'est l'entraîneur du club de Dénive à La Réunion. Donc en fait, c'est une aventure qui était particulière aussi dès le début sur le chemin, de l'ultra trail puisqu'en fait c'est mon frère qui était, la raison principale pour laquelle je venais à La Réunion puisque je venais pour son mariage, qui m'entraînait et qui me faisait progresser vers, l'accomplissement de pouvoir se présenter sur la ligne de départ en ayant en tête qu'on va rallier l'arrivée. Donc en fait, il m'a aidé à me construire en me projetant du coup vers cette diagonale des fous et en me projetant vers ce résultat et vers cet accomplissement. Donc ça, c'est cet aspect, avec les proches qui est assez un peu intéressant pour continuer du coup avec, notamment Club des Nives, mais aussi, ma belle-sœur du coup, Floriane qui a aussi fait la diagonale des fous il y a 2 ans, qui participe quasiment tous les ans aux courses du Grand Raid, qui avait fait un podium, l'année dernière là sur une course du Grand Raid et du coup qui a fait des retours qui avait des retours d'expérience super intéressants et là aussi, ça au Maïdo du coup j'ai pu, discuter avec elle et elle était présente au Maïdo du coup c'était super intéressant aussi. En fait, je retrouvais non seulement, des personnes que je connaissais, mais c'était surtout des proches qui comptaient énormément pour moi. Donc que ça soit mon frère, ma belle-sœur, ma copine, sur plein d'aspects de la course. Donc c'est cet aspect-là aussi que je projetais, sur cette aventure collective et J'aime familiale. souvent à dire que ouais, oui, j'aime souvent à dire qu'en fait, on part quand on part courir comme ça, on part jamais courir seul. On a toujours avec nous on amène toujours avec nous des personnes, des proches, des amis, de la famille. Même si, on a l'impression qu'on est seul sur notre distance, sur notre course, sur notre run, peu importe où on court, eh bien, on a toujours des gens avec nous et en tête et ça, j'aime souvent le dire parce qu'on croit que la course à pied est un sport individuel, mais finalement, on n'est jamais seul sur un parcours. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, encore plus en trail et en ultra trail. Je pense qu'en course sur route, quand on vise, des efforts, de type 5 à 10 kilomètres, on a peut-être besoin d'un volume hebdomadaire qui permet d'avoir une vie à côté. Mais, le volume de trail ou d'ultra trail fait qu'on est obligé d'avoir des renoncements au niveau familial et donc si, la famille n'adhère pas à ce projet, en fait, le l'accomplissement, il peut pas se faire puisque tu sentiras que tu fais du mal à tes proches. Et d'ailleurs, tu parles d'accomplissement. Est-ce que tu peux nous raconter la fin de course finalement? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur les derniers kilomètres? Et je pense que les auditeurs sont impatients de savoir comment ça s'est passé au final. Je sais pas où est-ce que je vais reprendre mon récit. Une Tu fois sors de ma fat. descendu, je sors de ma fat, je fais la descente, au début avec du coup, 3 personnes de mon club, qui étaient, pour des passes de 41 heures, 40-41 heures et on discute un peu puis je prends un peu le large, devant. C'est une descente qui est pour le coup est quand même pas si technique que ça, assez roulante donc qui peut correspondre à mon profil. Je prends le large en me disant que ma copine est au bout et en fait au fil du temps, je vais quand même de mieux en mieux et en fait, je me rends compte que, bah, la prépa était quand même, assez efficace, grâce au plan, d'entraînement et en fait, musculairement, je vais très bien et du coup, je peux continuer à impacter les muscles et sur des sentiers que je connais. Donc plus ça va, plus les montées et les descentes avancent et plus je me dis que finalement, la barrière de 40 heures, qui était mon objectif initial, puis après on l'avait descendu puisqu'on voyait que la prépa se passait bien, finalement elle est peut-être possible. Du coup, je décide, d'accélérer avec, du coup mon frère qui m'attendait avec ma copine et Denive, à la Possession, puis après à la Grande Chaloupe qui sont des points de ravitaillement, qui sont de plus en plus resserrés donc parce que sur le bord de la mer
et avec entre les 2, il y a le fameux chemin des Anglais. Oui. Si vous connaissez, la diagonale des Fous, il est très connu et en fait, plus ça va, plus je me permets d'accélérer puisqu'en fait, j'ai l'envie et j'ai retrouvé on va dire la niaque, qu'on peut avoir, sur un trail, et sur une course sur route presque, parce que j'ai envie de mettre, de l'allure et du coup, plus ça va, plus je prends du plaisir déjà et plus j'y vais, quoi. Donc tu rentres dans un discours interne positif à ce moment-là, au fil des kilomètres, de plus en plus, hein? C'est ça, ouais, tout à fait et je me rends compte de la chance que j'ai, je me rends compte de l'opportunité que j'ai de vivre, cet instant-là, avec cette forme-là puisque pour le coup, je m'attendais pas à avant le chemin des Anglais, on a un sentier qui s'appelle le sentier Kala que je recommande à personne puisqu'il est, très technique, horrible et en fait, je pensais pas pouvoir relancer, dans ce sentier et en fait, j'arrivais à relancer, de manière assez efficace donc ça franchement, j'ai adoré et même sur le chemin des Anglais, j'ai réussi à bien prendre du plaisir alors que là aussi, c'est un chemin qui, peut-être que les Anglais étaient trop, à la Guinness et ils ont mal pavé ce chemin et en fait, il est très compliqué ce chemin parce qu'il est très mal pavé Ah oui. et et du coup, la pose de pied est très compliquée et je pensais pas, prendre du plaisir non plus sur ce chemin et c'est ce que j'ai eu opportunité de faire. Du coup, j'étais, très chanceux grâce justement au fait de me dire: «Bah, tiens, là, j'ai encore, l'opportunité de faire un résultat qui finalement, est pas déconnant par rapport à ce que je visais de base parce que, inconsciemment, je visais un 37 heures, je finis en 39 heures donc avec, toute la sieste, c'est pas c'est Alors c'est déconnant et ouais. les bouchons La sieste, elle a duré combien de temps? et Rappelle-nous la sieste, moi je l'estime, c'est compliqué, de l'estimer, totalement, mais je l'estime à 3h30 la première Ouais, nuit. oui. Donc oui, tu aurais Ouais, pu passer donc sous l'objectif, à ce moment-là sans la sieste, mais on sait jamais, c'est peut-être que tu aurais pas oui, réussi à oui, finir après aussi on fort sait aussi. Donc peut-être que cette c'est sieste, elle a ça, ouais, été, on sait pas importante, ouais. ouais, peut-être qu'elle a été je pense pas salvatrice parce que je pense qu'elle a été un peu trop grande, mais au moins importante. Si, si, peut-être que c'est grâce à Salvatrice pour ce finir, oui. moment-là Ouais, oui. ouais, ouais, tu as raison. Pour faire un petit aparté sur la gestion du sommeil, il y a pas mal d'études en ce moment. C'est un sujet qui est en développement sur la gestion du sommeil sur ces grandes courses. Il y en a qui sont pour, vraiment, dormir, prendre vraiment un moment pour dormir, d'autres vraiment pour séquencer, par petits morceaux. Il y a différentes écoles là-dessus et bon, c'est un thème d'actualité pour les gens qui font de l'ultra, que ce soit, en course à pied, en vélo aussi, pour les gens qui sont sur les transats, les grandes transats, les traversées, choses comme ça. C'est la gestion le sujet de la gestion du sommeil est quelque chose aussi aujourd'hui qui est en pleine étude. Oui, c'est propre à chacun aussi, je pense, hein, certainement. Ouais, je pense. On a des solutions pour leurrer le sommeil, donc la caféine, elle est connue pour leurrer le sommeil, on a aussi, moi, les solutions que j'ai mis en place, du coup, qu'on pourrait appeler une routine de performance puisque j'ai cherché la solution donc il y a l'aspect plaisir, mais il y a, j'ai aussi, trompé, mon corps en prenant, des glucides, toutes les 15 minutes au lieu de toutes les demi-heures. Moi, j'avais prévu un plan de course en m'alimentant toutes les demi-heures. À petite dose, mais du coup, je l'ai j'ai trompé mon cerveau, du coup, qui était tout le temps alimenté au niveau du sucre. Non, on s'éloigne de l'aspect mental et j'ai mis, peut-être que ça peut paraître bizarre, mais j'ai mis de l'électro dans les oreilles, là aussi pour tromper mon cerveau et tout le temps être à fond. Son Donc Guantanamo. Et ouais, c'est ça. d'ailleurs, qu'est-ce que tu as ressenti en franchissant la ligne? En fait, c'était quoi les émotions finalement, une fois que tu avais accompli, ce bel objectif? En fait, je suis super content, de 2 images en franchissant la ligne puisque c'est le résumé parfait de ma course et 200 mètres avant la ligne, il y avait mon frère et ma copine qui m'attendaient et qui étaient là et je les voyais les larmes aux yeux et en fait, je suis content bah, voilà, d'avoir permis, enfin, d'être d'avoir pallié à cette difficulté de début de course et qu'on ait, affronté cette difficulté ensemble
et qu'en plus on ait trouvé les solutions ensemble, les clés de cette difficulté ensemble et qu'en fait ça se ressent et l'émotion elle était vraiment, c'est l'émotion c'est mimétique, hein, avec les neurones miroirs, mais en plus là on elle s'est transmise, de manière automatique tous les 3 et elle s'est décuplée grâce à ça et donc c'est vraiment, j'ai ressenti une émotion, heu, bah, vraiment, très, 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 très chouette Ouais. en Donc il y passant la avait une nuit. contagion émotionnelle entre, toi et tes proches finalement qui était incroyable. Et à ce moment-là, tu réalisé à quel moment finalement de ce que tu venais d'accomplir? Tu l'as réalisé, tout de suite ou, ça a pris un peu de temps? En fait, je sais pas, je pense que j'ai encore, c'est dur de poser des mots, le fait de réussir à finir la Diagonale des Fous, je l'ai réalisé, le fait qu'on va réussir à finir, je l'ai réalisé à peu près au dernier point de contrôle, au dernier ravitaillement, de me dire: «Bah, là, il me reste que la descente», même si c'est une descente qui est assez technique et qui est pas à donner, je savais que, j'allais le faire et le fait d'avoir réussi à passer au-dessus de cet aspect-là, et de ces difficultés, je pense que oui, il a fallu un petit temps, mais là, plus ça va, plus j'en prends conscience, c'est vrai que je sais que quand j'en parle à des proches, je sais que j'ai fait peur à certaines personnes parce que sur un suivi live, quand on voit qu'on passe de là, aller à 200e place à la 2 500, Oui, souvent, on dit que c'est une blessure et on dit pas que c'est un quelqu'un qui est parti dormir faire sa nuit, oui, mais c'est ça. du coup, je sais qu'il y en a pas mal qui ont eu peur et c'est quand je parle à ces personnes-là que je vois que ouais, j'ai réussi quand même à eux leur donner des frissons inconsciemment parce que c'était pas du tout prévu, mais que je suis content d'avoir accompli, en plus, la Diagonale des Fous, c'est un rêve d'enfant, donc je suis content de l'avoir accompli. Que, tu dis que la Diagonale des Fous, c'est un rêve d'enfant, c'est ça? Donc aujourd'hui, tu as réalisé ce rêve d'enfant, Mmh. comment tu te sens? Et j'avais peur de me sentir vidé pour le coup. Tu vois? Un peu, en quête de sens. L'avantage c'est que j'avais peut-être un peu déjà pensé à l'après, donc avant l'après. Hem, bon, je vais revenir sur la route comme je le disais, j'ai cette, en fait, j'aimerais bien réussir à voir si, on met beaucoup de renforcement musculaire comme on en a parlé au début là, pour, pallier au manque de dénivelé et je pense que ce renforcement musculaire peut être bénéfique sur la route. Donc je pense que ça peut être utile pour, faire descendre des chronos sur la route qui me font défaut depuis quelques années. Donc je vais revenir sur un cycle de route pour ça, voir si on peut revenir sur un objectif de performance et voir ça et puis donc ça, c'est sur le premier aspect. Sur le deuxième aspect, encore un aspect chauvin, sur la Bretagne, il y a un cercle de 7 courses en Bretagne, qui s'appelle, l'Ouest Trail Tour et qui me fait vraiment envie de le faire sur une année calendaire, sans objectif de performance, plutôt sur un objectif de participation. Je pense que je vais viser une ou 2 courses en performance dans ces 7 et c'est plutôt, réussir à avoir 7 courses dans des coins, de la Bretagne, qui sont, vraiment très chouettes, parce qu'on va voir la Bergerac, on va voir, Saint-Brieuc, la baie de Saint-Brieuc, on va voir, la presqu'île de Crozon. Il y a plein de et la forêt de Brocéliande, par exemple, donc il y a plein de courses qui sont chouettes et me projeter vers là, qui est un défi qui n'est pas du tout un défi en montagne et qui est un défi par contre que je comprends, qui a du sens pour moi. Ça me permet de remettre le pied à l'étrier. Bon, pas tout de suite, hein, on va pas non plus faire des séances de 1000 demain, hein, heu, mais ça me permet de me projeter. Et tu voudrais les faire sur une année, un petit peu le défi comme, Dorian Louvet qui a couru les 7 majors, qui va courir les 7 majors cette année. Est-ce que tu aimerais les faire, ces 7 courses, sur une, seule et même année? Ça sera plus écologique, je C'est pense, ça en sur Bretagne. une ouais, c'est ça. Sur une année calendaire, en effet, c'est plus écologique et c'est aussi pour ça que ça me permet d'avoir du sens parce que du coup, ça me permet de réduire la distance, pour aller chercher les compétitions et donc sur une seule année calendaire et sans objectif de performance. Là où Dorian Louvet, lui, avait un objectif de je crois que c'est moins de 2h30 qu'il visait, Moyenne de en 2:30, ouais, sur moyenne, les Ah, 7, c'est ouais. costaud, ouais. Ouais. moi, je vise pas de peut-être que j'irai chercher, des performances sur un ou 2 voire 2 ou 3 mais pas sur les 7 puisque,
En fait, ils sont placés sur des moments, qui font quasiment toute l'année. Il y en a à peu près un tous les 2 mois et donc notamment, il y en a, en février et en avril, je crois et c'est sur la saison de route Ah oui. et l'objectif, c'est plutôt la route, en début d'année. Donc il y aura pas d'objectif de performance sur le début de ces trails. Pour 2027? Pourquoi pas? Ouais, 2027, 2027, moi, du coup, j'aurai, un événement perso à préparer puisque ma copine, c'est aussi ma fiancée, donc Ah oui. j'aurai déjà Ah oui, Ah! cet bah oui. aspect-là à préparer On a une annonce. et puis ouais et puis, sinon, on va peut-être revenir en montagne, je sais pas encore. 2027, c'est trop loin dans le Et d'ailleurs, Simon, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, notamment sur le plan mental, à des auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient se lancer sur un événement tel que la Diagonale ou l'UTMB ou des courses comme ça de ce format? heu, en petite blague, même si c'est quand même, sérieux, allez te voir déjà, ça peut aider. En 2e, Oh la découper la pub. course. Ouais, découper la course surtout. Donc comme on le disait, en fait, si on est à Chamonix et qu'on pense pouvoir revenir à Chamonix comme ça, heu, on va pas y arriver. Si on revient que sur un événement comme, l'UTMB, ne pas se comparer et ça, c'est assez important puisque, un événement comme l'UTMB, on va avoir un niveau qui est très relevé. Donc si on est habitué à faire des top 20, des choses comme ça, si on est habitué à projeter son résultat sur, une place par rapport aux autres et ben, on va être forcément déçu puisqu'en fait, on sera pas dans le top 20 à l'UTMB. On sera plutôt dans le top 100, dans le top 200, dans le top 300, enfin, on sait pas combien, mais c'est pas parce que tu fais des podiums à Nantes, au Trail du Vignoble, que tu feras un podium à l'UTMB. Donc finalement, Donc il c'est faut ouais, vraiment faire abstraction ouais, de ce qu'on contrôle pas, en fait, de ce qui ne dépend pas de nous, c'est finalement. ça. Mmh. Tout à fait. Il faut chercher la performance pour soi, il faut pas chercher la performance par rapport à quelqu'un d'autre et puis, trouver son pourquoi. Trouver son pourquoi qui permettra de mettre en place, la routine de performance aussi. Et merci pour les conseils, Simon. Je pense que les auditeurs apprécieront. Merci aussi pour, ton récit de course et voilà toute cette expérience que tu nous as, que tu vas apporter certainement aussi aux auditeurs. On va clôturer le 8e épisode, hein, le premier de la saison, Jean-Baptiste, en tout cas de cette saison, 2025-2026. Ouais, merci Ah, merci Siméon beaucoup pour à tous ce les 2. merci à Merci toi, à toi. merci Siméon pour ce témoignage, sincère et inspirant. La Diagonale de Fou, c'est bien plus qu'une course, hein, d'après ce que tu nous racontes. C'est surtout un voyage, dans son fort intérieur. Peut-être que la plus grande victoire, c'est d'avoir su transformer tes croyances limitantes, en une force finalement, grâce aussi à l'aide de tes proches et à ce lien, de ce lien que tu as créé avec eux tout au long de la préparation. Je vous remercie à tous d'avoir écouté le podcast Parlons Mental. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Spotify et sur YouTube et je vous encourage à partager l'épisode si ça vous a plu et à nous laisser des commentaires et à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt. Merci. Bonne soirée.